Bonjour et bienvenue dans Epion, les voix du bien-être. Je m'appelle Amira Garbi et dans ce podcast, je vous fais découvrir des clés et outils pour cheminer vers votre bien-être personnel de manière globale et harmonieuse. Ici, je donne la parole à des praticiens, thérapeutes, chercheurs, écrivains qui font bouger les lignes du bien-être en proposant des approches et des outils innovants pour prendre soin de soi au quotidien. Ce podcast n'a aucune prétention médicale, il est juste informatif. Pensez à demander l'avis de votre médecin si cela est nécessaire. Aujourd'hui, je reçois Camille Ganet, psychologue, facilitatrice et praticienne Ennéagramme, qui est un modèle d'étude de la personnalité puissant basé sur 8 peurs fondamentales. Camille nous explique que nous portons tous des lunettes de couleurs différentes, compte tenu d'une peur qu'on a cristallisée dans l'enfance et qui nous fait voir et analyser le monde de façon singulière. Cette singularité est une force, mais elle peut être aussi à l'origine de problèmes de communication avec les autres. Comprendre quelles lunettes nous portons permet de mieux se connaître, s'accepter, mais également accepter les autres. Camille nous détaille tous les bénéfices et champs d'application de ce modèle, aussi bien dans la sphère personnelle que professionnelle. Parce que la finalité de l'Ennéagramme, c'est bien de mieux vivre en harmonie avec les autres. Un échange passionnant et instructif. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Camille, je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui dans Epion Podcast. On va parler de l'Ennéagramme, cet outil fabuleux. Mais avant ça, on va commencer par parler de toi. Alors Camille, tu es psychologue, tu es formée notamment à l'intelligence collective et effectivement tu es passionnée d'Ennéagramme qui est un outil de connaissance de soi, on va en parler tout au long de cet épisode. Est-ce que pour commencer cette conversation, tu pourrais nous expliquer comment s'est opérée ta rencontre avec l'Ennéagramme et pourquoi tu en as fait un outil de travail dans ton quotidien aujourd'hui ? Oui, alors comme tu l'as dit, je suis psychologue, donc je connais plein de modèles sur le développement personnel ou globalement des modèles de personnalité pour mieux se connaître. Et on m'avait parlé dans tous les outils qui existent sur cette planète de l'Ennéagramme. Donc je m'étais renseignée un peu comme ça sur cette méthode. Et ça m'avait pas plus marqué que ça. Je dois avouer que je m'étais dit, c'est un peu comme du MBTI, du DISC, c'est un autre modèle, il y en existe plein. Et en fait, c'est vraiment du hasard qui est que une amie en fait sur Paris, un jour pluvieux, nous dit venez à la maison vous abriter. Camille, t'es psy, tu dois connaître l'Ennéagramme parce que quand on est psy, on doit tout connaître. Et donc je lui ai dit non, je ne connais pas vraiment. Et elle nous a fait un atelier improvisé. Donc j'étais avec un de mes meilleurs amis, mon mari et elle. Et là, j'ai compris vraiment à quel point cet outil était puissant. Parce qu'elle nous a aidé à découvrir nos profils et ça m'a un peu gratté, je dois le dire. Le profil que j'avais, je l'aimais pas et je me suis dit il y a un truc à creuser et c'est de là en fait que j'ai rencontré vraiment ce modèle-là et j'ai décidé après d'aller me former pour mieux comprendre mon profil et après pour l'utiliser dans mon quotidien pro et perso. Ok, très bien. Donc tu l'as un peu dit, effectivement, c'est pas du MBTI ou d'autres tests de personnalité. Qu'est-ce qui distingue du coup l'Ennéagramme de toutes ces autres tests qu'on peut trouver sur le marché ? Et oui, ça on le voit pas au premier. Enfin voilà, quand on lit sur Internet, c'est pas forcément ce qu'on voit. En tout cas, moi, je l'avais pas vu. Et pourtant, c'est ce qui fait que cet outil, s'il est bien utilisé, il est vraiment puissant. J'aime bien dire que l'être humain, c'est un iceberg. Donc la partie visible, c'est nos comportements, c'est ce qu'on voit de l'autre, c'est ce qui est accessible là le matin à la machine à café, voilà, on voit ça de nos collègues. Par contre, ce qu'il y a en dessous de l'iceberg, ça c'est plus invisible, plus inconscient, et c'est là que se différencie l'Ennéagramme en fait. Le DISC, le MBTI, ce sont des modèles qui marchent, qui permettent de mesurer du comportement. Est-ce que je suis plutôt introverti, extraverti? Est-ce que je prends des décisions rapidement ou j'ai besoin de temps de réflexion? Donc ça, en fait, c'est des choses qu'on peut voir, nous, à l'œil nu. Les gens extravertis et introvertis, on peut les voir, par exemple, en soirée. Par contre, pourquoi je fais ça? On sait pas trop, quoi. Ça, c'est la partie invisible et c'est ce que mesure, et c'est là, pour moi, la vraie et grande différence de l'Ennéagramme. C'est la partie invisible de l'iceberg, c'est-à-dire que tout au fond de notre iceberg, on a une peur fondamentale
qui définit nos besoins et que si ces besoins ils sont remplis ou pas, on va ressentir des émotions. Et nos émotions, comment on va les voir? Dans notre corps, ça veut dire dans notre comportement, donc la partie visible. L'énéagramme ne permet pas de mesurer la partie visible, mais elle permet de mesurer, on va dire, de définir la partie plus invisible, ça veut dire notre peur fondamentale et du coup nos besoins, voilà, qu'on a nos besoins prioritaires que l'on a besoin. Ce qui n'est pas le cas des autres modèles. Donc en fait, c'est pas qu'il y en a un qui est mieux que l'autre, c'est qu'ils sont complémentaires. Mais utiliser l'énéagramme pour du comportement, c'est dommage parce que ça ne marche pas. Et inversement, utiliser un disque ou du MBTI pour aller dépister ses peurs fondamentales, ça ne marche pas, ça sert pas à ça en fait. C'est juste que les deux sont très complémentaires, mais la grande différence et ce qui me plaît, voilà, c'est pour ça que je choisis cet outil, c'est parce qu'il permet de mesurer les peurs fondamentales cristallisées dans l'enfance. Et moi, en tant que psy, évidemment que ça me plaît, quoi. Voilà. Très clair, merci Camille pour cette introduction. Alors, d'où vient l'énéagramme et qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la signification de ce mot? Alors, énéagramme, alors j'ai relu un peu mes notes, j'avoue, avant. Donc ça vient du grec énéa, qui veut dire 9, et gramma, qui veut dire lettre. En fait, c'est simple, dans le modèle de l'énéagramme, il y a 9 profils de personnalité. Donc voilà, 9 lettres, même si c'est pas vraiment des lettres, c'est plutôt des chiffres, c'est profil 1, 2, 3, voilà. Et il y a un schéma. Si vous mettez énéagramme sur internet, vous trouverez un joli schéma, un rond avec une espèce d'étoile dedans là. Voilà, donc ça c'est le modèle visuel de l'énéagramme. Alors d'où ça vient? Il y a beaucoup de là aussi il y a beaucoup de champs et on pourrait avoir du mal à le définir. En tout cas, moi là où j'ai été formée, on dit que l'énéagramme ça vient d'une tradition orale. L'histoire raconte que ça vient des pères du désert, en fait. L'histoire, c'est que c'était un groupe d'hommes qui marchaient dans le désert. Et donc, tradition orale, parce qu'il n'y avait pas d'écrit, donc qui parlaient, en fait, qui philosophaient autour de sujets importants. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'ils voyaient pas les mêmes sujets de la même façon. Et de là, ils se sont dit, nous sommes différents. Joli constat. Et de là, ils ont commencé, en fait, à modéliser l'énéagramme, qui se transmettait à l'époque, en fait, vraiment de la tradition orale. Moi, je suis dans cette tradition-là, d'ailleurs, c'est pour ça que j'aime beaucoup le podcast, parce qu'on n'est pas dans de la tradition écrite, on reste dans la tradition orale. Donc voilà, pour moi, c'est important. Et en même temps, au bout d'un moment, il y a forcément des écrits qui vont venir, parce que la vie aujourd'hui fait qu'il y a des livres, la psychologie moderne aussi a commencé à théoriser, modéliser, on aime bien formaliser les choses. Donc dans les années 70, c'est grosso modo cette date-là qu'on trouve dans les premiers écrits aux États-Unis, évidemment. Il y a 2 personnes notamment qui sont notées, c'est Oscar Ichazo et Claudio Naranjo, qui sont les premiers universitaires qui amènent ce modèle-là dans l'université. Et donc ça lui donne une autre dimension aussi, l'écrit ça amène d'autres dimensions. Et puis après, je pourrais aussi citer Hélène Palmer qui a écrit dans les années 80 et qui sont toujours d'actualité, des livres super sur l'énéagramme, vraiment. Donc ces 3 noms seront ceux qui l'ont plus formalisé, on va dire, dans l'écrit. Très bien. Effectivement, donc tu l'as un peu dit, donc c'est l'énéagramme commence à rentrer un peu dans la sphère académique et on l'utilise un peu partout d'ailleurs dans la sphère médicale, mais également en entreprise au quotidien. Toi, quelle valeur ajoutée tu vois de l'énéagramme dans les relations interpersonnelles entre les humains de manière générale? Qu'est-ce que ça amène? Qu'est-ce que ça débloque? C'est une grande question. Et en même temps, c'est celle qui est fondamentale pour moi parce que c'est ça le cœur de mon travail. Donc, c'est vraiment... pour moi, l'énéagramme, c'est un outil qui permet donc de mieux se connaître et de mieux s'accepter. Donc, ça passe par soi d'abord. Souvent, les personnes me disent... j'aimerais que ça aille mieux avec un tel ou ci ou là, mais en fait, voilà, d'abord c'est soi. Et donc si on est mieux avec soi, in fine, on sera mieux avec les autres. Déjà, c'est le premier constat, c'est le premier constat que peut amener l'énéagramme. Donc c'est mieux se connaître pour après être mieux avec les autres. Si moi je connais mieux mes fonctionnements, je peux aussi mieux voir ceux des autres. Je peux voir en quoi ils sont ressemblants ou différents. Ça veut pas dire que c'est moi qui ai raison et que c'est l'autre qui a tort, c'est juste que j'ai un modèle
qui me permet de voir que waouh, sur cette planète nous sommes différents. Et donc ça met beaucoup plus d'acceptation, de tolérance, de compassion dans la relation à l'autre. Autant avant quelque chose qui m'énervait chez quelqu'un, maintenant ça peut être oui, je sais qu'il est pour ça parce que ça parle de lui et de sa peur fondamentale. OK, comment on va réussir à rentrer en connexion autrement ou avec chacun nos sacs à dos différents, voilà. Vraiment pour moi c'est ça la plus-value de l'énéagramme en fait. Et d'ailleurs quand on a préparé cet entretien ensemble, Camille, tu m'as parlé des lunettes. Tu m'as dit, on voit le monde chacun à travers des lunettes différentes. Et c'est vrai que je trouvais ça très intéressant comme image parce que ça traduit bien ce que tu dis. Donc, on porte des lunettes différentes. Et c'est pour ça que parfois on se comprend pas parce qu'on n'a pas les mêmes lunettes du coup. Ah oui, c'est ça. En fait, c'est vraiment, alors tu me disais que c'est une image qui est beaucoup utilisée, la paire de lunettes, sûrement parce qu'elle marche bien. Mais oui, c'est comme si on avait une paire de lunettes, d'une couleur, l'autre à côté, il a une paire de lunettes violettes et moi j'en ai une verte et moi je veux lui dire, non, je vois vert, et lui il va me dire, non, c'est violet. Et en fait, j'aurais raison, il aura raison aussi et on pourrait parler de ça pendant des heures. Qu'à la fin, la conclusion, c'est que je pense que j'ai toujours raison et je pense et lui il pensera qu'il a toujours raison. Bon, super. Donc l'énéagramme, ça permet de voir qu'il y a plusieurs couleurs. Il y a 9 paires de couleurs de lunettes, même si nous sommes beaucoup plus différents que 9. Il n'y a pas 9 types d'êtres humains sur cette planète, rassurons-nous. Mais il y a 9 fonctionnements en fait un peu similaires, 9 peurs fondamentales. Et donc on va voir la vie à travers ces lunettes-là. Et donc forcément, il y a des gens avec qui on va voir la même chose et d'autres différemment. Et ça veut pas dire qu'on a tort, ou qu'on a raison. C'est juste que c'est différent. Et rien que ça, l'ego, il est à la poubelle. Et on peut du coup parler, être tolérant, accepter, s'ouvrir. Enfin, c'est plutôt chouette, quoi. Donc c'est vraiment un outil qui respecte l'intégrité de chacun, en fait. Il s'agit pas d'aller changer les paires de lunettes de l'autre, mais c'est les comprendre, les accepter et faire un chemin, j'imagine, chacun pour mieux communiquer, mieux vivre ensemble, en fait. Oui, exactement. C'est exactement ça et j'aime bien faire un chemin chacun parce que souvent, j'ai des gens, d'ailleurs, je le dis souvent en séance, c'est pas une excuse son profil énéagramme. Ça n'excuse pas la façon qu'on a de se comporter ou d'être. Oui, mais moi, je suis profil 1, c'est comme ça. Non, en fait, c'est pas comme ça. Donc c'est plutôt, OK, je sais que je suis par exemple profil 1, je dis le 1 parce que c'est le premier, mais je sais que je suis profil 1. OK, à quoi ça me sert? Comment je le mets au travail, comment ça m'aide en fait à agir et à m'accepter par rapport aux autres et par rapport à moi aussi surtout, parce que c'est surtout pas une excuse ou une case dans laquelle il faut rentrer, sinon ça sert absolument à rien de connaître son profil énéagramme. Effectivement, j'allais te demander, est-ce que c'est pas une autre étiquette qu'on se met et est-ce que c'est pas justement la peur qu'on peut t'exposer régulièrement? Oui, mais encore une étiquette, je suis profil 1, donc ça m'enferme. C'est cette peur, je l'ai à chaque fois. Alors, à chaque fois, je l'ai beaucoup. Là, j'accompagnais un codir avec l'énéagramme justement, et ils étaient une dizaine. Sur les 10, il y en a au moins 2 ou 3 qui m'ont dit ça, qui m'ont dit mais moi je me reconnais un peu dans tous les profils, j'aime pas être dans une case. Oui, ça se comprend. Alors après, comme je leur dis, l'énéagramme, l'idée c'est pas de s'enfermer dans une case. D'ailleurs, la case elle est tellement large que ça en est pas une en fait concrètement. On peut avoir une salle pleine de profils 1, mais plein de gens différents. C'est-à-dire que pourquoi on n'a pas la même histoire de vie, on n'est pas les mêmes personnes. Par contre, ce qui s'est cristallisé dans l'enfance, notre peur fondamentale, on a la même. Après, comment elle s'est mobilisée en nous? Ça c'est bien différent et heureusement, qu'on n'a pas 9 personnes, 9 personnes type, 9 moules dans notre société. On est beaucoup plus divers que ça parce que on n'a pas la même vie en fait, tout simplement. Mais oui, ça peut être un piège de l'énéagramme. Alors, une peur et un piège. La peur, c'est j'ai pas envie de m'enfermer, j'ai pas envie qu'on m'enferme ou j'ai pas envie d'être que liée à un seul profil. Il n'empêche qu'à la fin, ces personnes se retrouvent toujours dans un profil et se disent oui, c'est vrai quand même que. Voilà. L'idée, c'est quoi? C'est je vais comprendre mes tendances naturelles. Moi, j'aime bien dire mon câblage. Le câblage que j'ai dans mon cerveau. J'ai le même que mon copain d'à côté, mais vu que c'est pas une question de comportement, on est vraiment des êtres totalement différents. D'ailleurs, un même profil énéagramme n'a pas le même MBTI ou le même disque. Ça montre bien que on est multiples. Après, il y a le piège qui est que j'ai déjà vu
et sur lequel on peut du coup évidemment tomber, c'est on fait un atelier énagramme, on sait que toi t'es 1, toi t'es 2, toi t'es 3, et après on parle que comme ça, où on ne les met pas au travail en fait. Non mais arrête de faire ton 1, non mais moi je suis un 2 et toi. Et ça pour moi c'est un piège parce qu'on va vouloir avoir envie d'aller mettre les autres dans des cases. Le soir on rentre chez nous, on se dit ah mais ça il a fait ça parce que si, parce que là, donc c'est un 2, c'est un 4, c'est un 8. Non, en fait, pour rappel, c'est du comportement ce que vous voyez des autres. Donc, on ne peut pas deviner le profil des autres. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Il faut s'en rappeler, sinon ça sert à rien, l'énéagramme. Et puis, juste dire que je suis 1, 2, 3, en fait, c'est un piège, ça sert à rien. En fait, mais oui, ça peut arriver. Clairement, ça peut arriver. Je suis déjà arrivée dans des groupes où ils ne parlaient que comme ça. C'est même un peu sectaire, quoi. Enfin, c'est même un peu curieux, hein. Et moi, j'ai créé des monstres, je les voyais. J'ai arrêté de parler de ça. Mais parce que c'est aussi un peu amusant et donc il y a un peu ce côté-là. Mais ça peut vraiment être un piège de l'énéagramme. Oui, il faut pas entrer dans le piège de tout suranalyser à chaque fois qu'on observe quelqu'un. Ouais, c'est ça. De se réduire qu'à ça aussi. Ouais. Ouais, c'est pas parce que je suis ici ce que je vais faire, que je vais devoir voir ma vie et analyser ma vie qu'au travers de ça. En fait, oui, c'est un support pour pouvoir s'analyser, mais c'est tout, quoi. C'est pas non plus toute ma vie. Je ne suis pas qu'un profil 6 dans ma vie, quoi. Et heureusement. Et heureusement, ouais. Donc, si je résume bien, Camille, du coup, effectivement, ça nous donne un cadre, mais dans ce cadre, on a quand même l'unicité de chacun qui va ressortir à travers l'expérience et à travers comment on utilise cet outil au quotidien, parce qu'on va pas l'utiliser de la même manière. Donc ça, c'est important de s'en souvenir. Tout à fait. Et d'ailleurs, tu disais, moi, mon profil me plaisait pas au début, donc toi, ton profil a évolué dans le temps. Est-ce que nos profils énéagrammes changent dans le temps? Et malheureusement, non. Je tiens à vous le dire, nous avons un profil qui est le même toute notre vie. C'est comme ça. En fait, ce qui évolue, parce que souvent on me dit oui, mais moi j'ai changé, mais c'est votre comportement qui a changé. Par contre, ce qu'il y a derrière votre comportement, vous avez le même. Pourquoi? Parce que la peur fondamentale, elle se cristallise dans l'enfance. Donc en fait, vous vous êtes construit comme ça. Donc non, vous avez le même, vous avez juste appris à vivre avec. Et ce qui est assez chouette, moi je trouve à chaque fois, je trouve ça dingue, c'est que souvent les gens inconsciemment, ils ont mis en place des stratégies qui sont bonnes pour eux, sans le savoir, sans connaître leur profil énéagramme. Et quand on met le nom, le mot, ils se disent ah ouais mais ça je l'ai déjà fait. Bah ouais, parce qu'en fait tu as déjà vécu, tu sais, t'as bien senti ce qui marchait moins bien pour toi et ce qui marchait bien, de ce que t'avais besoin, de ce que t'avais pas besoin. Donc voilà, inconsciemment et intuitivement, on va déjà mettre en place des choses pour équilibrer en fait notre profil là où ça nous dérange. Mais non, on a le même toute notre vie. Ouais. Et on n'en change pas. Par contre, on peut se reconnaître un petit peu dans plusieurs profils, c'est normal. Et d'ailleurs, c'est souvent le truc quand on s'intéresse à l'énéagramme, on est enseveli par de l'information. On peut se reconnaître et dans le 1, et dans le 2, et dans le 3, et dans le 4, un petit peu. Oui, je sais, c'est normal. En plus, souvent, ce qui est écrit sur Internet, c'est des comportements, donc c'est difficile de faire du tri. Parce que oui, je suis rigoureux au travail, oui, je suis quelqu'un de méthodique, oui, mais j'ai un peu d'imagination, oui. Bah, bien sûr, on est tous un peu comme ça. Mais vraiment, les traits fondamentaux, notre essence, notre naturel, lui, c'est le même. Et c'est lié à encore une fois, à notre peur fondamentale de l'enfance, qui sera toujours la même. Et c'est pas une fatalité, il faut juste le savoir et savoir ce qu'on en fait, en fait. Exactement. Et c'est aussi important de le poser parce qu'il y a peut-être des personnes là qui écoutent et qui se disent « Mon Dieu, quel trauma j'ai eu dans mon enfance ». C'est pas forcément un trauma, hein. Et ça, c'est intéressant. On a tous un profil énéagramme et on a pu tous avoir des enfances très heureuses, des parents pleins de belles intentions. Il n'empêche que nous avons un profil énéagramme, donc une peur qui s'est cristallisée. Qu'est-ce qui fait que à la hauteur de mes 4 ans, quand mes parents ils ont eu 5 minutes ou 10 minutes de retard parce qu'il y a eu des bouchons, ça ne fait pas d'eux des mauvais parents. Mais qu'est-ce qui fait que moi, je vois que mes parents ils sont pas là, j'ai 4 ans, je me dis 10 minutes c'est énorme à la hauteur de mes 4 ans et que ça me crée une angoisse d'abandon. Et mon petit copain d'à côté qui lui n'a même pas vu que ses parents sont en retard et donc ne va rien développer. Ça, c'est un peu un mystère en fait encore des théories de psychologie. Donc il faut pas forcément un trauma pour développer une peur fondamentale. Évidemment, plus c'est traumatique, plus la peur elle est intense, donc plus elle est présente et elle va nous amener des effets du coup négatifs dans notre vie.
mais il faut pas forcément voilà quelque chose de grave. Oui, c'est bien de le souligner quand même, effectivement. Il s'agit pas là d'aller soulever des peurs de l'enfance. On va pas découvrir des choses horribles sur nous, donc pour non, rassurer. Par contre, c'est ça en fait, et c'est surtout on va pas aller détester nos parents. Enfin, souvent on me dit ah là, mais l'enfance, mais moi mes parents ils ont fait du mieux. Bah oui, bien sûr, je sais qu'ils ont fait du mieux qu'ils peuvent, et en fait même eux, ils ont fait avec leur peur. Et enfin voilà, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Voilà, de disponible. L'idée c'est pas ça, c'est juste d'aller mettre de la conscience en fait sur notre construction. Ok, moi j'ai grandi comme ça parce que je sais pas, éducation avec beaucoup de liberté. Voilà, c'est mon cas par exemple. Moi j'ai une éducation avec beaucoup de liberté. Ben évidemment j'ai besoin de sécurité. Et à l'inverse, quelqu'un qui va avoir une éducation avec beaucoup de sécurité, plutôt stricte, aura un grand besoin de liberté. Bon bah voilà, est-ce qu'il y en a une qui est mieux que l'autre? Je suis pas sûre en fait. Mais par contre, de le savoir, c'est ça la différence. C'est que je sais pourquoi moi j'ai besoin de sécurité. Et je l'ai compris, et du coup, je peux avancer plus clairement et plus en conscience dans la vie avec ça. Et ça, ce que tu dis, Camille, c'est très important. Il n'y a pas un profil qui est mieux que l'autre, et je pense qu'il faut le rappeler à tout le monde. Vous allez tomber sur un 1, 2, 3, c'est la même chose en fait. Enfin, c'est différent, c'est différent, mais il n'y a pas une supériorité qualitative entre les profils. Non, pas de supériorité. En général, on n'aime pas trop son profil, faut se le dire quand même, parce qu'il vient... J'aime bien dire ça vient gratter quoi. Et voilà, c'est un truc à l'intérieur qui vient faire c'est vrai que je suis un peu comme ça. Ça peut être un indicateur d'ailleurs de trouver votre profil. Mais il y en a pas un qui est mieux que l'autre. Par contre, je dois avouer en toute honnêteté qu'il y a des profils qui sont plus adaptés en fait à la société, ou clairement quand on a un profil qui est plutôt de nature à être très hors cadre, eh ben forcément que ça peut moins bien passer en entreprise qu'un profil qui est de nature à être plutôt très très dans le cadre. Parce qu'en entreprise, on aime bien les gens dans le cadre. Donc voilà, il y a plutôt des profils qui peuvent être plus adaptés que d'autres, mais ça c'est un effet de la société, en tout cas de la France. C'est assez sûr que dans d'autres pays, peut-être que c'est d'autres profils qui seraient mieux adaptés. Mais il y a juste ça, mais fondamentalement non, tous les profils, ils sont aussi bien que horribles. Hein. Franchement, ils ont les deux côtés, ombre et lumière. Voilà. D'ailleurs, je me demandais, tu parles de la France, est-ce que c'est un outil qui est accessible partout et universel? Est-ce que dans les autres pays, on l'utilise de la même manière? Parce que les mots et le sens des mots n'est pas le même, donc la compréhension des questions peut être différente. Mais moi, j'ai vu que l'énéagramme est utilisé quand même dans beaucoup de pays. Ouais. Ah oui, il est international, il est très très utilisé. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est que la copine qui nous a fait l'atelier là, qui m'a fait découvrir l'énéagramme, elle est iranienne et elle utilisait l'énéagramme en Iran. Donc voilà, ça montre bien le côté international. Oui. Après, clairement, il y a des effets de traduction. Des fois, j'aime bien les relire les noms en anglais, par exemple, parce que ça donne pas du tout le même sens. Si je prends le profil 1, qui est, je trouve, le plus parlant, il s'appelle le perfectionniste en français. Et en fait, il porte très mal son nom, mais c'est une question de traduction. En anglais, il s'appelle réformeur. Et du coup, c'est pas la même chose. Par exemple, d'être perfectionniste, donc on voit très bien vite ce côté-là en France. Sauf que réformeur, si vraiment je le francise, ça veut dire mettre en place des réformes. Et là, on n'a rien à voir. C'est de l'amélioration continue. Donc, on n'est pas sur quelque chose de perfectionnisme, il faut que tout soit à sa place. Non, il faut que tout soit optimisé et en meilleure version, en fait. Donc, c'est pas la même chose. Et voilà, il y a quand même des nuances qui pourraient, en fait, des fois nous faire tromper, en fait, de profil. Ou alors, l'effet marketing qui fait que chaque profil a son petit nom. Et on pourrait vouloir rester attaché à un petit nom. Le 4, il s'appelle l'artiste. Si je suis artiste, je vais vouloir aller là-dedans parce que ça va m'appeler. À l'inverse, si je suis pas artiste, je vais jamais aller le lire parce que je me dis, c'est pas du tout moi. Alors qu'en fait, c'est juste un nom et que moi, je l'appelle la drama queen, par exemple, le 4, parce que je trouve que ça représente mieux ce profil-là. Bon, c'est moi et ma sensibilité, mais du coup, voilà, les effets de nom aussi de marketing, ça peut vraiment avoir un effet sur la compréhension du modèle. Donc oui, là aussi, vous enfermez pas sur des titres, des noms, c'est important, quoi. D'ailleurs, tout à l'heure, tu disais les parents influent beaucoup sur effectivement ce qui va déterminer notre personnalité, mais il
y a peut-être pas que les parents, justement, on se parle de la société, de la culture, tout ce qui gravite autour de nous. Est-ce que ça va déterminer aussi notre profil? Typiquement, si je grandis en Iran versus en France, je vais peut-être pas avoir les mêmes mécanismes, forcément. Oui, ça influence notre environnement. D'ailleurs, là, pour le coup, toutes les théories de psycho montrent que on est davantage influencé par notre environnement que par notre ADN. Donc, ce qui est, on est conditionné. Donc, oui, bien sûr qu'il y a des effets. Il y a des effets aussi dans la façon de voir, et de la façon d'avoir des valeurs. Il y a dans certains pays, le service, par exemple, le service à l'autre, le sens du sacrifice, c'est pas le même. Dans des sociétés plus communautaristes vs des sociétés plus individualistes, clairement, on va pas avoir le même rapport à l'autre. Donc oui, là clairement il y a des effets et il faut en prendre compte quand les personnes justement viennent expliquer leur histoire de vie. On voit bien ça, hein. Il y a des familles, des personnes qui sont dans le service parce qu'ils ont été comme ça, culturellement, c'est comme ça. Le grand frère, il doit s'occuper de tous les petits frères et petites sœurs et des parents et c'est comme ça. Donc oui, clairement, il y a la place des parents, il y a la place que l'on a dans la fratrie aussi qui est importante. C'est pas la même chose d'être l'aîné, le deuxième, le troisième, voilà, c'est comme ça. Et la place dans la famille plus globalement aussi, ça a de l'effet. Comment on a grandi, clairement, si on grandit dans un pays en guerre ou pas en guerre, tout ça, ça a évidemment des effets, hein. C'est une certitude. Il n'empêche que à l'échelle d'un même pays, qui va jouer le plus quand même, et notamment très tôt dans la vie de l'enfant, c'est notre environnement proche familial. Nos figures parentales, c'est celles qui vont avoir le plus grand impact sur nous. Donc soit c'est nos parents, soit c'est des personnes qui ont pris le rôle de parents, mais c'est quand même par là qu'on va cristalliser le plus de choses. Donc c'est vraiment un outil qui nous permet d'avoir un cadre sur les mécanismes de notre personnalité, qui n'est pas un déterminisme pour autant, et qui s'appuie pas nécessairement sur des traumas, mais sur des choses qu'on a vécues avec nos parents, avec notre environnement, et donc c'est un outil de connaissance et qui nous permet de cheminer dans la vie. Donc normalement c'est un outil qui nous permet d'avancer. Si on rentre maintenant un peu plus dans le détail du coup du test, des énéatypes, déjà comment on fait son test, Camille? On fait pas de test. On fait pas de test. Voilà. Non, ça c'est mon cheval de bataille. Désolée, mais tout simplement, ça fait écho à ce que j'ai dit plus tôt. L'énéagramme ne mesure pas le comportement. Dans un test, qu'est-ce que vous faites? Vous mesurez votre comportement. Est-ce que je suis plutôt comme ci ou comme ça? En fait, déjà c'est vous qui vous évaluez. Bon, très bien. Donc il y a un petit biais, mais ça toujours, et c'est ok. Dans tous les tests, il y a un petit biais de perception. Mais est-ce que je suis plutôt de nature à ranger les choses ou à pas ranger les choses? En fait, on s'en fiche. C'est pourquoi vous avez besoin de ranger. Le pourquoi j'ai ce comportement, c'est ça que mesure l'énéagramme. Mais un test écrit en ligne ou peu importe, il va juste mesurer le comportement et pas le pourquoi vous avez ce comportement. Donc vous allez pouvoir passer à côté de votre profil. Moi encore aujourd'hui, quand je fais les tests en ligne, j'ai pas mon profil. Pourtant, je suis assez sûre quand même de mon profil, mais parce que quand je décris des comportements, mes comportements, ils ressemblent plus à un autre profil, en fait, ce qu'on peut percevoir d'un autre profil. Je trouve aussi que ça va dans le sens de l'histoire de l'énéagramme, qui est la tradition orale. Donc, comment on fait pour trouver son profil? On revient à l'essence et à comment, en fait, a été pensé ce modèle-là. Et ce que je dis là, c'est vrai pour n'importe quel outil, hein. Dites-vous à quoi ça sert, comment il a été créé cet outil, et donc revenez à la base et à l'essence. L'idée, c'est la peur. Donc, en fait, il y a 9 peurs dans l'énéagramme. Si vous n'avez pas la peur, vous n'avez pas le profil. Voilà. C'est aussi simple que ça et en même temps aussi compliqué parce que entre la peur d'être à la hauteur, la peur du rejet, de l'échec, d'être abandonné, de l'intrusion, de la trahison. Bon, c'est pas fun tout ça, hein. On en a plusieurs en nous des peurs. Comment j'arrive à définir celle qui est vraiment le plus présente pour moi? C'est ça qui est difficile, mais c'est sur ça qu'il faut travailler pour trouver son profil énéagramme. Vraiment, c'est ça la clé, parce que sinon, vous allez vous perdre dans une masse d'infos. Vous allez lire, voir des vidéos, vous allez être là-dedans, un peu boulimique de l'info. Tout le monde passe par là pour l'énéagramme, je vous le dis. Et donc vraiment, essayez de vous focaliser sur quelle est la peur la plus présente chez vous, et c'est comme ça que vous trouverez votre profil énéagramme. Ok, donc on repart de la peur fondamentale, mais du coup, est-ce qu'on peut se redire les 9 peurs, Camille? Oui.
Alors, il y a la peur de ne pas être à la hauteur, la peur du rejet, la peur de l'échec, la peur de l'abandon, la peur de l'intrusion, de la trahison, la peur de la mort et de l'enfermement, la peur de paraître faible, de paraître vulnérable, et la peur du conflit et du positionnement, de se positionner par rapport à l'autre. Voilà, on a les 9 peurs de l'énéagramme. On est d'accord, c'est pas très fun. Et on peut avoir les 9. Oui, on a des périodes de notre vie, si on vient d'être trahi, clairement, oui, c'est possible que vous vous sentiez trahi à ce moment-là. Mais quelle est celle qui vraiment est le plus présente chez vous? Donc, c'est pour ça que c'est un modèle qui vient de la tradition orale. Il faut en parler, en fait. Il faut en parler, il faut en discuter, il faut essayer de poser les choses pour voir quelle est la peur qui est le plus en vie, j'allais dire, en jeu chez vous, dans votre histoire, et qui se répète. Parce qu'en fait, c'est ça la clé. C'est qu'on a des fonctionnements, des schémas, ce qu'on appelle en psycho. On a des schémas qui agissent. C'est Jung qui parle très bien de ça, mais on a des schémas qui vont se répéter tant qu'on les aura pas compris. La peur, vous l'aurez toujours dans votre sac à dos. Tant que vous mettez pas de la conscience dessus, elle viendra taper à votre porte. Donc, vous pouvez être sûr que vous allez avoir des situations qui vont venir réveiller cette peur tout le temps. C'est comme ça. Vous l'aurez toujours, même quand vous connaîtrez votre profil énéagramme. Même moi qui l'ai bien travaillé, j'aurai toujours, donc moi je profil 6, j'ai la peur de la trahison. Je sais que en sous-bassement dans mon sac à dos, j'aurai toujours cette peur-là. Par contre, c'est apprendre à vivre avec, apprendre à détecter mes indicateurs internes quand elle vient pointer le bout de son nez et à pas m'enfermer dedans, en fait. Et c'est vraiment la première étape qui est la plus dure pour trouver son profil énéagramme, c'est de rester sur la peur. J'avoue, c'est vrai que c'est le plus difficile. Donc on peut faire des tests quand même pour commencer à toucher du doigt ce que c'est l'énéagramme, mais il faut vraiment se poser la question de est-ce que ça correspond à ma peur fondamentale? Et en t'écoutant, j'ai l'impression qu'il faut aussi le faire avec quelqu'un, se faire accompagner pour essayer de décortiquer sa peur fondamentale, parce que c'est quand même difficile à définir. Ouais, c'est difficile à définir parce qu'on se pose jamais la question déjà, et puis que c'est une question qui fait peur quoi, tout simplement. C'est quoi ma peur fondamentale? On est proche de la philo là. Donc oui, clairement, je vais prêcher pour ma paroisse, mais vous pouvez en parler évidemment avec des personnes comme moi qui accompagnent et qui maîtrisent bien l'outil, qui peut vous aider à y voir plus clair. Moi, j'aime bien donner un petit exercice aussi que vous pouvez faire chez vous. C'est vous prenez 9 papiers, 9 feuilles, et vous marquez une feuille, une peur. Voilà. Donc sur une feuille, vous mettez ne pas être à la hauteur. Sur une deuxième feuille, vous mettez peur du rejet, etc., etc. Vous posez les feuilles au sol. Donc vous avez 9 feuilles au sol. Et vous marchez, je sais pas, vous pouvez même vous mettre une petite musique ou deux, voilà. Et vous marchez autour des feuilles, sur les feuilles. Vraiment, vous vous laissez aller. Vous allez voir, il y a des personnes pour qui ça va être très facile, d'autres pour qui ça va être plus difficile. C'est ok, c'est une possibilité que ça fonctionne pour certains d'entre vous. Et vous allez voir si certaines peurs, elles viennent en fait agir dans votre corps. Ça paraît bizarre, dit comme ça. Mais pourquoi? Parce que votre corps, il sait c'est laquelle, qui est là. Donc vous marchez autour des peurs, vous pouvez marcher au travers, marcher sur le papier, vous pouvez vous arrêter devant. Peut-être que même il y a des personnes, des choses qui vont vous venir quand vous allez la lire. Peut-être même qu'il y a des peurs juste de lire le mot, ça va venir vous faire des nœuds au ventre, quoi. Et donc là, possiblement, il peut y avoir 1 ou 2 peurs ou 3 qui viennent vous chercher. Là, déjà, vous avez fait l'entonnoir, quoi. Vous en avez déjà 2, 3 par rapport à 9, c'est déjà chouette. Il y en a pour qui ça va être une qui est très présente, d'autres pour qui ça ne marche pas et le filtre du corps c'est pas leur porte d'entrée et c'est ok. Mais moi je fais souvent ça dans mes accompagnements et ça permet déjà de dégrossir. Et après vous pouvez aller lire du coup les profils, les 2-3 profils, là où la peur en fait elle a agi chez vous dans votre dans l'exercice. Si vous marchez devant trahison et que ça vous fait, je sais pas, moi, ça me serre la gorge, par exemple. Et du coup, là, je me dis, faudrait peut-être que j'aille lire celui-là, parce il fait écho, en tout cas. Donc, ça permet de pas tout lire et de focus sa lecture déjà en premier lieu, quoi. Je vais tester ça parce que moi j'ai fait le test. D'ailleurs, en faisant le test, j'ai pas trop compris quelle était ma peur. J'ai 2 profils, donc 1 et 4. Mais c'est vrai que dans les tests, on te dit pas quelle est ta peur fondamentale. Donc, je vais me remettre les feuilles, je vais voir si je tombe sur les mêmes peurs fondamentales.
C'est un bon conseil, merci Camille. Et donc une fois qu'on a les peurs, donc on les associe du coup au profil, aux énéatypes. Enfin c'est comme ça que c'est le terme utilisé dans le jargon de la méthode, on va dire. Et donc on se lit l'énéatype, le ou les énéatypes pour un peu mieux comprendre comment on fonctionne. C'est ça. Et après si ça vous parle pas, faites-vous confiance. Enfin honnêtement, il y a que vous qui pouvez connaître votre profil énéagramme. Moi, souvent, on me dit, là récemment, je pense à Scodir parce que en fait c'est récent, mais il me disait une fois qu'ils avaient tous trouvé leur profil. Alors Camille, t'avais deviné une espèce de truc comme ça. Non, je n'ai pas deviné. Je ne sais pas ce qu'il y a dans votre tête. Ce n'est pas mon pouvoir magique. D'ailleurs, j'aimerais pas avoir celui-là, mais vraiment, il y a ce truc-là. Je ne peux pas savoir. Il y a que vous qui pouvez savoir votre histoire et votre paire de lunettes. Donc clairement, faites-vous confiance. Si quand vous lisez la peur fondamentale, vraiment elle vous parle pas, et la description aussi vraiment vous parle pas, bon bah passez à un autre. Par contre c'est possible que on appelle dans l'énéagramme, il y a donc l'événement ou l'élément clé de l'enfance. C'est possible qu'on le reconnaisse pas tout de suite. Donc ça, si vous avez la peur, je sais pas, vous dites ben moi je sens que j'ai cette peur là, mais l'enfance ça me parle pas trop. Si vous sentez la peur, l'annulez pas parce que vous ne vous reconnaissez pas dans l'enfance. Tout simplement parce que souvent on idéalise notre enfance et que du coup on a du mal à voir l'événement clé ou ce qui s'est passé dans notre enfance. Et des fois ça peut vraiment être des petites choses dont on ne se souvient pas parce qu'on était petit. Donc ça souvent ça vient après. Ah mais oui, mais du coup parce qu'en fait c'est peut-être ça qui a fait ça que voilà. Oui. Mais voilà, vraiment restez sur votre peur. Mais par contre, pas la peur, pas le profil, ça c'est vraiment important. D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose, Camille, tu dis effectivement, c'est vrai que quand on grandit, on prend conscience on a un regard différent sur son enfance et on prend conscience de choses dont on n'avait pas conscience avant. Donc ça me fait me dire qu'en fait, ce test, il faut pas le faire trop tôt dans sa vie non plus. Un ado, faire un test énéagramme, est-ce que ça a du sens en fait? Alors moi, je suis contre, mais c'est mon avis, hein. Voilà, c'est juste mon avis très personnel. Je sais qu'il y a des personnes qui le font, donc voilà, je pense que ça c'est notre façon, notre identité professionnelle. Chacun va l'utiliser comme bon lui semble, et sûrement que ça doit créer quelque chose. Mais moi personnellement, je vois pas l'intérêt. En plus, déjà parce que l'adolescence c'est une période de construction identitaire, et donc y mettre de suite un numéro, je trouve que c'est pas le bon chemin en fait. Moi, je laisserai la personne se développer. Après, évidemment, j'imagine, je sais pas si les parents connaissent l'énéagramme, peut-être que eux, ils peuvent avoir des pistes ou des choses, mais dans tous les cas, ne pas enfermer votre ado dans un numéro, c'est important. Il faut pas qu'il se développe parce qu'il pense qu'il est deux, et donc il se développe par rapport à ça. Un peu de liberté pour le coup, laissez-le se développer, et puis on verra après ce qu'il a envie de travailler lui. Mais parce qu'il y a, oui, je pense qu'il y a aussi quelque chose autour du consentement là, en parlant, mais pour moi, vouloir connaître son profil énéagramme et vouloir travailler sur soi, c'est un vrai travail, un vrai chemin qu'on peut pas faire pour l'autre. Donc, il faut être, pour moi, majeur. Il faut le vouloir. Il faut avoir des vraies volontés, des vraies motivations. Et puis, il faut avoir aussi un petit peu de vécu aussi pour pouvoir cheminer avec ça et avec notre histoire. Pareil, on m'a parlé d'énéagramme pour les enfants. Moi, c'est pas, c'est pas mon obédience, voilà. Je pense qu'il faut se laisser vivre et que après, c'est un support qui nous met des mots sur ce qu'on a vécu et sur qui on est. Ok, en tout cas sur une partie de qui on est. C'est un éclairage, mais être éclairé à 14 ans, je suis pas sûre que ça soit la bonne période. Voilà. Les plus jeunes que j'ai dû accompagner, c'est vers la vingtaine. En fait, j'ai pu accompagner parce que je suis enseignante aussi à la fac, et du coup j'ai des étudiants qui étaient un peu perdus, qui ont pu venir me chercher là-dessus, et ça a été aidant pour eux. Mais c'est pareil, c'est comme tout, ça dépend dans quel cadre on l'applique et ce qu'on y met derrière, quoi. Parce que si à la fin l'étudiant il se dit ah oui, je suis neuf et du coup je suis comme ça, non en fait. Ça te sert à quoi pour te faire réfléchir sur toi? Je pense que la majorité, s'il faut dire, mais bon, la vingtaine, je trouve que c'est bien pour commencer. Voilà. Il faut être quand même suffisamment mûr, et ça doit quand même rester un choix éclairé, libre, consenti, quoi. Ouais, très important. Ouais, c'est important de le souligner, effectivement, parce que on peut se poser la question pour des enfants, ça, c'est vrai que ça semble un peu tôt pour...
Ouais, ça semble tôt et en même temps je comprends. Hein. Souvent j'ai des parents, du coup, moi j'ai les parents qui font l'énagramme et qui disent mais ça pour mes enfants c'est incroyable. Je leur dis non, on se calme parce que ça peut donner des clés. En fait, on voit tellement les clés que ça donne en tant qu'adulte pour soi et pour la relation aux autres que je comprends vraiment qu'on veuille le transposer par exemple à notre relation avec nos enfants ou directement sur nos enfants. Donc vraiment pour moi la vigilance c'est ça. C'est laisser vos enfants tranquilles. S'ils ont envie de faire le chemin, ils iront. Vous inquiétez pas. Par contre, ça peut venir vous aider dans votre relation avec vos enfants. Comment vous réagissez, vous êtes en relation avec vos enfants. Ça, oui, l'énéagramme, ça peut vous aider. Un parent 1, c'est pas un même parent qu'un profil 2, qu'un même parent qu'un profil 3. Et ça, c'est hyper intéressant de travailler la parentalité avec l'énéagramme. C'est vraiment, vraiment chouette. Mais on parle du côté parent, hein, pas du côté enfant, pour le coup. Donc les parents qui nous écoutent, faites le test vous, pas vos enfants. Conclusion. Super Camille, du coup, est-ce qu'on pourrait un peu entrer dans le détail de certains profils et peut-être les mettre en situation avec des cas d'école que toi t'as vécu, t'as observé. Si tu peux nous partager certains exemples à travers certains profils qu'on pourrait creuser, parce que c'est un peu long de creuser les 9 profils, mais si on s'en prend quelques-uns. Oui. C'est vrai que c'est assez long si je voulais prendre un exemple de chacun des profils. Et puis pour le coup, comme là je pense que c'est bon, j'ai assez dit, vous avez compris que c'est pas du comportement, du coup c'est un peu compliqué de rentrer en profondeur. Aussi ce que j'ai pas dit et qui peut être éclairant, c'est que au début j'ai parlé d'une modélisation physique là, d'un dessin en fait, autrement dit de l'énéagramme, parce que les profils ils sont liés entre eux. Donc vous dire que si vous vous retrouvez dans plusieurs profils, c'est normal. Typiquement, tout à l'heure, je crois que tu disais que toi, tu hésitais, tu tombais sur le 1 et le 4, mais en fait, c'est 2 profils qui sont liés dans l'énéagramme. Donc, c'est intéressant aussi d'aller creuser ça. Donc, c'est aussi pour ça que vous pouvez vous retrouver dans plusieurs profils. C'est juste que vous avez un fondamental, un profil fondamental, et que après, il est relié à 2 autres profils, vous sous stress et vous pas sous stress. Vous en sécurité et vous en mode stress. Donc typiquement le profil 1, quand il est en sécurité, il va aller dans le 7 et quand il va être en stress, il va être dans le 4. J'étais en stress alors quand j'ai fait mon test. Peut-être. Voilà. Donc ça peut aussi s'expliquer comme ça en fait. Et donc du coup dans les échanges qu'on a pour trouver le profil, on n'exclut pas les autres profils dans lesquels vous pouvez vous retrouver parce que ça peut nous aider aussi. Donc regardez le schéma quand vous hésitez, quand vous faites l'exercice sur les peurs, ça peut vous aider aussi à trouver votre profil. Et moi j'aime bien donner un exemple qui pour moi m'a fait comprendre vraiment la plus-value de l'énéagramme. C'est un exemple que mon formateur m'avait dit en disant voilà, par exemple, vous êtes le matin au café, vous voyez un collègue qui vient, qui boit son café, qui juste après avoir fini de boire son café lave sa tasse. Et donc la facilité, voilà, quand on n'a pas écouté ce podcast, donc la facilité serait de se dire, par exemple, lui c'est le fameux perfectionniste. En plus avec ce qu'on met en France derrière le mot perfectionniste, il finit de boire son café, tac tac tac, il lave sa tasse. Comment j'ai accès à son profil énéagramme ? Il faut que je lui demande pourquoi il a ce comportement-là. Si vous ne demandez pas pourquoi, vous n'allez jamais avoir accès à son profil. Grosso modo, c'est ce que je fais en séance. Hein. Voilà, donc vous voyez, vous pouvez le faire aussi, vous. Et pourquoi tu laves maintenant ta tasse à café ? Peut-être parce qu'il a envie de dire, parce que c'est la façon dont ça doit être fait, il faut bien faire les choses. Bon, là, possiblement, profil 1. Mais ça peut être parce que c'est la tasse préférée d'Émilie. Émilie arrive à 9h et j'ai envie qu'elle boive son café dans sa tasse préférée. Et là, vous voyez, même comportement, pas les mêmes raisons, pas le même profil énéagramme, être vraiment tourné vers l'autre, dans le service, voire je pourrais dire le sacrifice, être très 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 altruiste, ça c'est le profil 2, qui va d'abord penser à l'autre par rapport à lui. Et donc là on a un exemple de ça. Ça peut être aussi parce que si je lave pas ma tasse maintenant, il va y avoir le sucre au fond qui va coller. Et c'est bon, moi les trucs chiants comme ça me va pas, je préfère les faire de suite, comme ça j'ai plus le temps pour me faire plaisir. Ça peut être le profil 7, qui s'appelle le profil l'épicurien, il s'appelle. Et donc lui, son moteur dans la vie, c'est le plaisir absolu, et donc du coup il va tout faire pour tout le temps se faire plaisir, par exemple. Donc on pourrait vraiment prendre un comportement et
et le détriturer comme ça pour voir pourquoi j'ai ce comportement-là, et on verrait chacun des profils. C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que souvent on analyse les comportements des autres. On a une première analyse qui est souvent trompeuse. Et effectivement, là, ce que tu dis, c'est que ça permet d'aller plus loin sur les motivations des autres. Et l'exemple de la tasse, il est assez parlant. C'est vrai que soit tu as une personne, on va dire, voilà, qui aime l'ordre, soit on va avoir une personne altruiste. Effectivement, il y a quand même un fossé entre les deux. Donc, ça permet vraiment de mieux comprendre l'autre, de mieux comprendre ses motivations, ses fonctionnements. Et en ça peut être assez riche, ouais. Et oui, en fait, on l'analyse avec nos paires de lunettes. Donc moi, quand je regarde le comportement de quelqu'un, j'ai ma paire de lunettes. Donc si je l'interprète que par rapport à mon filtre, je vais me tromper, c'est sûr, parce qu'il y a possiblement 9 autres filtres. Et donc comment je rentre dans le monde de l'autre pour le comprendre? Juste, je le questionne. Je le questionne sur pourquoi tu fais ça. Et on se pose rarement en fait la question, même si là en ce moment, je trouve que notre société pose beaucoup la question du sens, mais on est vraiment là-dessus. Et donc c'est intéressant de se dire, c'est vrai, pourquoi je fais ça? Parce que si, parce que ça, parce que j'ai besoin de ça. Est-ce que c'est parce que j'ai besoin de ça? Peut-être que ma peur, elle est là. Donc voilà, vraiment, c'est cette architecture-là qu'on a naturellement, mais dont on n'a pas conscience, en fait, naturellement. Il y a plein de cas d'école, clairement. Le profil 3 ça va être, par exemple, des profils qui, pour eux, en fait, tout est objectif dans la vie. Donc, ils vont faire des objectifs partout. Alors c'est important aussi quand vous allez lire des choses ou vous reconnaître sur des choses sur Internet, posez-vous la question, est-ce que c'est vrai au travail ou dans ma vie perso? Moi, je fais exprès d'enlever le travail parce qu'on est conditionné au travail. On est conditionné, de suite je fais le lien objectif travail. Oui, on nous pose des objectifs dans le travail, on nous demande d'être rigoureux et de bien faire les choses au travail. Donc oui, vous pouvez vous reconnaître dans le 1, mais par exemple, le profil 1, il va vouloir bien faire une sauce tomate. Le bien faire, il est jusqu'à dans la sauce tomate. Voilà. C'est pas juste bien travailler, ou voilà. On est vraiment sur du quotidien tout le temps. Sans le savoir, sans le dire, hein. Mais et le 3, par exemple, lui, il va mettre des objectifs, mais des objectifs, oui, de vie, mais des objectifs de journée, des objectifs de réussite tout le temps. Et donc son leitmotiv, c'est ça. Une fois qu'il atteint l'objectif, il est au step d'après et au step d'après. Et donc c'est des profils plutôt ambitieux, qui sont ambitieux, mais même au step de leur vie perso en fait. Ça peut être, ils peuvent se mettre des objectifs de tailler leur haie le week-end, mais de le tailler de cette façon-là et comme si, et voilà, on est vraiment sur aller d'abord dans le perso et essayer d'éliminer le pro parce qu'on est conditionné. Donc vraiment pensez à vous en perso. Il va mettre des objectifs typiquement sur ses enfants, le 3. Ça c'est une certitude. Ce que ne fera pas un profil 4 par exemple, ni un 5. Voilà, donc il y a vraiment des choses sur lesquelles on peut avoir des petites pistes. Le profil 9 par exemple, qui souvent vous allez lire profil qui a peur du conflit. Moi j'aime bien dire, et je l'ai dit au début, c'est peur du conflit et du positionnement. En fait, ce qu'il faut comprendre dans le profil 9, c'est que lui il va dans le sens du vent et du coup se positionner c'est compliqué. Donc un profil 9, il sait pas dire oui et il sait pas dire non. En fait, il sait les deux. Bon, ça lui va quoi. Et donc il a un peu ce truc un peu flex là où il va bien suivre les groupes, il va être et avoir du mal à détecter ses besoins par exemple. Alors que un profil 2, le profil 2 lui, il va pas savoir dire non, mais il va beaucoup dire oui. Et c'est ça la différence. C'est qu'il va dire oui tout le temps à l'autre et du coup le non il connaît pas. Alors que voilà, profil 9 qui est plus calme, lui c'est pas oui, c'est pas non, il est un peu dans sa bulle. Donc il y a un peu des quand même des tendances naturelles qu'on peut repérer et qui font écho clairement aux peurs. Profil 9, si je me positionne, ça amène ma peur justement du conflit. Si je dis oui et qu'en face il y a quelqu'un qui dit non, mince. Et si je dis non et qu'en face il y a quelqu'un qui dit oui, ça me fait peur. Donc je dis rien. Le 2, si je vais dire oui, parce qu'en fait, si je dis oui, l'autre ne me rejettera jamais. Et donc la peur du profil 2, c'est le rejet. Donc je vais tout le temps dire oui, pour être toujours dans des relations en fait où il n'y a pas de rejet, pour me protéger du rejet. Alors que le non est un rejet de l'autre. Donc c'est pour ça que le 2, il peut pas dire non. C'est pas pour autre chose, hein. C'est parce que quand il dit non, ça matérialise sa peur à lui. Ça parle que de lui, hein. Voilà. Donc voilà quelques exemples que je pourrais donner comme ça.
C'est un outil vraiment vivant, l'énéagramme. Et d'ailleurs, pour finir cette conversation, j'avais une question à te poser. Il y a un centre d'études de l'énéagramme qui est dirigé par Éric Salomon. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on étudie dans l'énéagramme? Parce que du coup, c'est pas un outil figé. Qu'est-ce qu'on cherche en fait? Qu'est-ce que la compréhension, elle évolue à quel niveau? Eh ben ça, je sais pas vraiment ce qu'ils recherchent dans ce centre de recherche. Honnêtement, je sais que c'est un centre de formation en fait aussi. Donc, je pense que il y a un côté très former les personnes à ce modèle-là et voilà. Mais je sais pas si c'est des recherches peut-être. En tout cas, si moi mon imaginaire pourrait partir sur des recherches applicatives souvent, on pose la question, est-ce qu'il y a des profils qui sont mieux faits pour tel ou tel travail, par exemple? Bon, moi, je pense que non. On peut faire n'importe quel travail avec son profil. Est-ce que, pareil, il y a des recherches sur les compatibilités de couple? Bon, pareil, moi, je pense que tous les couples peuvent être ensemble du moment qu'ils communiquent. C'est l'outil magique, voilà, la communication. Donc, je pense que c'est plutôt des recherches là-dessus, mais honnêtement... moi, je suis plutôt parce que c'est mon identité, je pense, de métier. Je suis plutôt sur les recherches dans la psychologie, qui sont là aussi, grâce aux universités et aux fabuleux thésards qui nous aident, ces chercheurs là qui vouent leur vie à faire des recherches en psychologie, donc pour que nous on puisse les appliquer après en séance. Donc merci beaucoup. Et là, pour le coup, il y a de plus en plus en fait de recherches sur l'enfance, notamment les nouvelles recherches montrent que dès la naissance, voire même avant la naissance, typiquement in utero, on développe déjà des choses. Alors, les mamans, puis je le parle, moi je suis enceinte actuellement, donc je dis ça de façon très ouverte, mais pas de pression. Ça veut dire que c'est juste qu'il y a des choses déjà qui se jouent de façon biologique par nos hormones avec notre bébé. Donc en fait, il y a déjà des choses, voilà. Donc les nouvelles recherches montrent que avant on prenait le développement de l'enfance de 0 à 4 ans par exemple. Bon maintenant on prend de in utero à 4 ans. Donc en fait, il y a des choses comme ça qui bougent dans la psycho grâce aux recherches et je pense qu'il doit y avoir des choses en lien aussi avec le centre de recherche. Je pense que voilà, c'est un peu du même acabit quoi. Ok, du coup on leur posera la question directement la fois prochaine. Merci beaucoup Camille, je pense qu'on a une bonne vision de ce que c'est l'énéagramme, de comment ça peut nous mettre en conscience sur nos mécanismes à nous, mieux appréhender les autres et du coup mieux vivre en harmonie, parce que finalement c'est la conclusion qui me vient, c'est un outil pour mieux vivre ensemble de manière plus apaisée et plus harmonieuse. D'ailleurs, je précise que pour ceux qui auraient envie de creuser un peu le sujet, tu as un podcast sur l'énéagramme qui s'appelle Sacré Numéro. Donc, si vous avez envie d'aller creuser votre profil, je vous invite aussi à écouter le podcast de Camille. Oui, c'est en effet parce que c'est un peu court. Là, si vous voulez aller un peu plus dans chacun des profils, il y a des interviews avec des personnes qui parlent de leur profil et ça peut vous aider aussi d'entendre les mots. Parce que je pense qu'un profil 1 parlera toujours mieux de son profil que moi qui ne suis pas profil 1. Et c'est vrai pour tous les numéros. Donc, je vous invite, si ça vous intéresse, oui, en effet, d'aller écouter ces podcasts-là pour vous aider, vous donner des pistes. Et puis, voilà, n'hésitez pas à venir poser des questions. Moi, je suis assez dispo, donc avec plaisir pour vous aider à trouver votre sacré numéro. Si ça peut vous aider sur votre chemin de vie, avec plaisir. Merci beaucoup, Camille. À bientôt. À bientôt. Si vous avez aimé cette conversation, je vous invite à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme d'écoute préférée et à vous abonner pour rester informé des prochains épisodes. Vous pouvez également suivre notre actualité sur le compte Instagram Epion Podcast. Je vous dis à très vite pour de nouveaux échanges inspirants.